Alors c'est parti pour le débrief de l'ActuTech, notre débrief hebdo avec Alain Staron, notre fidèle Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, une start-up disruptive pour la maison intelligente. Et à vos côtés aujourd'hui Baptiste Michel, cofondateur, directeur général de BAM, un spécialiste du développement et des services mobiles. Et puis on aura également aussi avec nous à distance Roy Amit, le directeur général du Grand Palais Immersif. On pourra parler ensemble de la deuxième édition de l'exposition Palais Augmenté avec de belles images, vous verrez. On va commencer par reprendre la grande actu de cette semaine. C'est la conférence a priori dédiée aux développeurs, mais en vrai la conférence d'annonce d'Apple de son nouveau système d'exploitation pour les smartphones, mais pas seulement d'ailleurs, il y a aussi des annonces sur les Mac. On en a beaucoup parlé mardi matin ensemble, mais je voulais qu'on revienne sur des annonces plus précises, notamment concernant CarPlay, c'est-à-dire tout ce qui va arriver dans la voiture, parce que je sais que c'est un sujet qui passionne, mais surtout que vous suivez de très près, Alain. En fait, c'est la continuité de ce qu'on a vraiment perçu au CES au mois de janvier. Il y a une sorte de guerre en tout cas, il y a plusieurs façons d'attaquer en fait ce marché de la voiture intelligente. Exactement. Ouais. Et ce qui m'a sauté aux yeux au CES, c'était qu'on voyait des grandes électroniques, LG, Samsung Co, se lancer dans des cockpits virtuels. Donc eux, ils rentrent dans la voiture par l'écran, qu'est-ce qu'ils maîtrisent de mieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'écran et puis il y a derrière ce qu'on met dans l'écran. Et à l'inverse, vous avez un Mercedes qui fait, enfin à l'inverse. L'autre chemin qui va au même endroit, c'est Mercedes qui a un immense aussi écran dans sa voiture. La question pour laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui, c'est très très compliqué de faire une interface utilisateur pour un conducteur, car son attention, encore pour l'instant, doit être à 100% dédiée à la conduite. Et quand on regarde bien comment fonctionne une voiture, l'interface de la voiture, elle est extrêmement directe, extrêmement intuitive, et on fait un peu de vocal, mais pas que. Enfin bref, tout est bien organisé, alors que sur un téléphone, on n'a pas ces contraintes. Donc on est vraiment voilà, là il y a une guerre de talent, de savoir-faire entre est-ce que ce qui va primer, c'est comment je capte l'attention de quelqu'un qui n'a pas d'attention, et moi je sais organiser des écrans de la meilleure manière du monde. Alors là, ce qu'on a découvert, donc, c'est une annonce d'une nouvelle génération de CarPlay, donc pas de voiture Apple, mais en revanche, Apple compte occuper tout l'ensemble des écrans présents dans la voiture, y compris les plus stratégiques, ce qui concerne le compteur, la vitesse, la température à l'intérieur de l'habitacle, qui va accéder en fait au système de l'automobile. Ouais. Avec donc des choses qu'on ne dit pas trop, et moi je suis perplexe parce que je ne lis jamais rien là-dessus. Si vous accédez au système de l'automobile, vous savez tout sur comment l'automobile est conduite, vous savez où elle est, donc vous pouvez apprendre comment une voiture doit être pilotée à telle et telle intersection, virage, ligne droite, machin. Autrement dit, vous créez une base de données qui permet de faire de l'apprentissage pour les véhicules autonomes, sujet dont Apple ne parle pas encore. Mais rentrant là-dedans, ils sont en train de se creuser une immense base de données. Tesla, il a, lui, 1,5 million de voitures sur les routes. Mobileye, il équipe, je ne sais plus combien, de dizaines de millions de véhicules. Waymo à la traîne, parce qu'il a quelques milliers de taxis. C'est peut-être un moyen très astucieux pour Apple d'acquérir les données absolument indispensables. Et moins onéreux. Et moins onéreux. Après, il faut avoir les portes d'entrée chez les constructeurs, mais visiblement, d'après les logos qu'on a vus apparaître, ça devrait bien se passer. Non, mais le problème aussi des constructeurs, c'est qu'ils ont compris que leur marque était moins forte que la marque de ce que vous avez dans votre poche. Autrement dit... Donc, on devrait voir les premiers véhicules équipés de ce nouveau CarPlay fin 2023. Donc, on a vu que ça allait arriver chez Ford, chez Audi, chez Mercedes. Vous ne pouvez pas interdire à votre client, vous, constructeur automobile, d'utiliser son iPhone. Ce serait tellement... On va demander à Baptiste sa réaction, parce que vous êtes du côté du développement d'appli mobile. Ça va changer complètement la donne, j'imagine. En fait, ça va dans le sens d'un mouvement qu'on voit beaucoup côté développeurs, qui est comment on peut utiliser des technologies qui nous permettent de développer à la fois sur son smartphone, sur sa watch, et maintenant dans les cockpits de voiture. Il y a Huawei qui avait lancé, avec son nouvel OS, donc HarmonyOS, quelque chose qui allait dans ce sens-là. Apple le fait maintenant. Donc c'est super excitant parce que... Il y a Google aussi qui travaille dessus. Et Google qui travaille dessus. En fait, ils travaillent tous dessus. Oui. Et donc la difficulté, c'est que c'est pas harmonisé. Mais les technologies qui sont utilisées, alors ça peut être des flotteurs ou même des réactifs, permettent
de s'interfacer avec et de développer pour tous les écrans. Mais quand les développeurs voient ça arriver, ils se disent « Ah, super » ou « Ouh là là, comment on va faire ?» Alors, C'est une complexité technologique. c'est une complexité technologique, mais je pense que dans la grande majorité, ils se disent super, parce qu'en fait, c'est un terrain de jeu qui est absolument formidable. Alors, on a d'ailleurs appris lors de cette conférence qu'il y avait 34 millions de développeurs Apple dans le monde. C'est quand même une énorme communauté. L'annonce principale, c'était donc l'arrivée de iOS 16, nouvelle version du système d'exploitation mobile d'Apple. Je ne sais pas ce que vous avez retenu en particulier, mais ce que je n'ai pas évoqué, moi, mardi matin, c'est par exemple la transformation dans les messages. On va pouvoir modifier des messages, annuler leur envoi, un peu comme ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, finalement. Ouais. Ils changent là aussi tout à fait nos usages de communication à travers les messages. Ouais, sur les messages, le gros, c'est vraiment... Il y a la partie où on peut modifier ses messages, il y a aussi la partie où on peut partager énormément avec SharePlay, qui va vraiment fonctionner. Presque faire du travail collaboratif. C'est du travail collaboratif. Alors là, c'est pour les fichiers audio ou vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a la même manette. Donc ça peut créer des petites tensions, je pense, entre les gens, parce que à tout moment, la personne avec qui vous partagez le contenu peut arrêter, avancer, revenir en arrière. Donc, mais oui, ces fonctions de partage sont poussées un peu au maximum. L'autre partie qui était sous-jacente, on attendait en fait, qui parle de Reality OS et de leurs lunettes de réalité augmentée ou virtuelle. C'était pas le cas, mais en fait, ils ont parlé de plein de choses qui préfigurent ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Alors malheureusement, je ne vais pas vous laisser en dire davantage parce que la chronique qui arrive juste après est justement sur ce sujet de comment Apple arrive quand même dans la réalité augmentée sans annoncer de lunettes. Donc on va passer, excusez-moi, un petit peu dessus. Autre chose intéressante, c'est les avancées dans Siri. Donc Siri qui va être intégré plus facilement dans les applications, d'après ce que nous promet Apple. Un travail aussi sur la dictée, la manière dont on passe du vocal à l'écrit va être complètement fluide. Finalement, ces interfaces deviennent une seule et même interface. Oui, en fait, c'est la fusion des sens. Il y a l'humain qui a différents sens, il y a une machine qui, pour l'instant, on est obligé de l'adresser par briques séparées, et maintenant, ça va être un capteur holistique, quelque part, qui va nous capter dans toutes nos dimensions. Bon. On est presque dans le métavers, là. C'est-à-dire, dans la partie interface. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la prolongation de soi qui est l'iPhone, ou le téléphone, le smartphone, peu importe, n'a jamais été aussi poussé. C'est-à-dire que ça devient vraiment l'extension de notre bras. C'est l'humain augmenté. C'est l'humain augmenté de plus en plus. Non intrusif. Enfin, côté développeur, je reviens juste sur les voitures, c'est quand même pas du tout la même expérience client. Non. Très très sympa en termes techno, mais après il faut réfléchir. Après, faut penser ça. Faut avoir une équipe derrière son volant, quoi. Exactement. Il faut avoir une équipe qui est capable de penser l'expérience de l'utilisateur. Autre chose intéressante, c'est toute la partie wallet. Oui. Sur l'identité finalement, notre identité numérique qui sera dans ce coffre-fort. En tout cas, Apple aimerait bien que ce soit dans son coffre-fort que ça se passe. Des nouveautés aussi sur le paiement qui arrivent. Incroyable. Oui. C'est énorme. Ouais. Ça fait longtemps qu'on est en train de se dire que Apple est en train de quoi, le fait de pouvoir payer juste en présentant son smartphone, c'est ça? Il y a alors en fait sans avoir besoin de terminal en fait spécifique du côté du commerçant. Ça va devenir un terminal. Donc l'iPhone devient un TPE. Ouais. Donc un terminal professionnel de paiement. Sur le paiement différé, ils ont quand même annoncé une feature qui est le paiement différé c'est juste énorme. Qui est incroyable parce que ils ont une filiale qui s'appelle Apple Financing. Et qui va vraiment faire une activité de banque en accordant des crédits, c'est des microcrédits. Des paiements en 4 fois. Donc des paiements en 4 fois, et regardez ça. Donc c'est un énorme pas en avant. Ils ont une puissance financière qui est infinie, rien n'est infini, mais en tout cas qui est très 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 importante. Et je trouve que c'était une des annonces les plus fortes de... Je partage. D'accord avec ça, Alain. Ah oui, tout à fait. Il part du porte-monnaie, il se met à faire du crédit. C'est tellement logique et illégitime, mais rien ne l'empêche de le faire. Tout à fait, parce que là, il sort complètement de son champ de compétences. C'est-à-dire que ça donne une valeur ajoutée, un bénéfice au wallet Apple extraordinaire. Vous payez, c'est en 4 fois. Et je pense que, je me trompe peut-être, mais assez vite, le paiement comptant va devenir débile. On va tout payer en 4 fois. Sans frais. Pour le moment, sans frais. Ils ont fait pour le moment sans frais. Non, mais après, c'est là. C'est comme le microcrédit, c'est 4 fois sans frais, et sur 2 ans, à ce moment-là, ça coûte un peu d'argent. Mais alors là, vous dites qu'on va tous vivre à crédit, quoi, demain, c'est ça?
On le fait déjà pas mal, mais... Je sais pas, moi, Ça j'évite. s'arrêter. Sur la partie domotique aussi, maison connectée, j'imagine que ça a fait écho Oui, à... c'est Mater, mais Mater, c'est le grand standard, donc c'est très très bien qu'ils s'y mettent aussi. Donc on est dans la logique de, j'ai beau avoir ma plateforme verticale, à un moment, je fais pas absolument tout, et dans la maison, Apple est loin de faire tout. Et donc, si sa Ça, c'est priorité... intéressant quand même, parce que... Ouais, si sa priorité, c'est de l'interface... Ils ont parlé du standard Mater pour Ouais. la maison, ils ont parlé aussi de FIDO Alliance pour les mots de passe. Absolument. Et C'est en fait, extraordinaire aussi. ouais, et donc en fait, l'idée de dire, mon cœur de métier, c'est quoi? C'est la prolongation de l'humain. Bon, est-ce que je vais jusqu'à la maison? J'en sais rien. Mais si je prends Mater, qui est le standard adopté par tout le monde maintenant, eh ben, je suis bien la prolongation de l'humain pour toute la maison. Donc ça, c'est vraiment extrêmement fort. Voilà. Et ça veut dire que ça peut bouger les équilibres dans la domotique, dans le secteur de la domotique? Non, parce que tout le monde y est. Tout le monde y est, ça va ouvrir des opportunités. Alors, nous, on fait des trucs qui n'ont plus besoin d'interface, donc on est encore plus fort. Mais pour tous ceux qui ont besoin d'interface, l'iPhone va devenir, mais Android pareil, hein, un vrai sujet d'interface, ce qui peut effectivement poser la question de ces haut-parleurs intelligents, Ouais. dont on sait qu'Amazon en particulier cherche le rebond. Après une super mode, un super usage, ils se rendent compte que les gens s'en servent de moins en moins. Sur la partie fin des mots de passe, vous vouliez réagir sur... Bah oui, parce qu'en fait, avec Passkey, ce qu'ils proposent, c'est de pouvoir utiliser le déverrouillage de l'iPhone avec la Face ID, Oui. mais pour des apps, pour des sites. Donc, sur la sécurité, on peut faire énormément de choses. À un moment ou à un autre, s'il y a un mot de passe, le risque est énorme, parce que souvent les gens ne retiennent pas leur mot de passe, donc ils mettent un mot de passe très simple, ou alors ils l'écrivent. Donc le fait d'arriver à créer une technologie qui permet de se passer des mots de passe, c'est sans doute ce qu'il y a de plus efficace pour protéger, pour être dans un environnement sécurisé. Après, il faut que tout le monde l'adopte. C'est ça. Et en donc, fait, il va y avoir clé un moment où... de passer par aussi cette alliance FIDO qui fait qu'il y a quand même les plus gros acteurs du voilà. numérique qui vont se ranger derrière la même solution. Donc ça devrait être adopté. Ça devrait être adopté. Moi, il y a aussi autre chose qui m'a plu, c'était sur le MacBook Air M2, donc qui profite d'un nouveau processeur plus puissant et tout ça, plus économe en énergie. Il va aussi profiter de la continuité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir de son smartphone comme d'une webcam. Là encore, on est vraiment enfin, j'ai trouvé en tout cas que dans toutes ces annonces, on cassait des frontières en fait. Hein. Tout à fait. Alors ça existe déjà un peu entre l'Apple Watch et l'iPhone. Hein. Dans les interfaces, mais dans le matériel. Il va aller encore plus loin. Ouais. Enfin, j'utilise les ressources où qu'elles sont et je les partage. Ça fait quand même tout ça des chantiers énormes pour les développeurs, Baptiste Michel. Vous avez un autre boulevard. Hein. Non, parce que toutes les possibilités sont ouvertes du côté du matériel, du côté du logiciel, dans le mobile, dans la voiture, sur les ordinateurs portables, fixes. Non, les chantiers sont énormes et c'est vrai que la clé d'entrée, il y a la partie technologique. Est-ce que ça veut dire qu'on risque d'attendre un peu avant de voir toutes ces choses magiques arriver? Ça va souvent assez vite, mais il faut qu'on arrive quand même à comprendre comment on peut apporter une valeur à l'utilisateur, comment les entreprises, ça peut leur créer des nouvelles opportunités. Et ça, il faut qu'on se pose dessus, il faut qu'on crée les parcours, il faut qu'on imagine de nouvelles manières d'apporter une information finalement plus facile. Et ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est-à-dire que les développeurs ne se contentent pas de développer des applications, il faut aussi qu'ils pensent aux clients derrière. Ouais, il faut penser la praticité de la simplicité de ce qu'on propose comme expérience. Et là, vous avez vu des cas d'usage qui vous ont semblé pertinents pour justement des développements qui seront commercialisables? En fait, je trouve qu'il y a des cas d'usage qui sont super intéressants avec le nouvel home screen, avec le changement de l'écran d'accueil, qui va être toujours allumé, qu'on peut personnaliser à volonté. On peut choisir de voir que des infos contextuelles à ce qu'on est en train de faire, et donc arriver à apporter la bonne info au bon moment, sans devoir demander à l'utilisateur d'ouvrir l'app. Ça, c'est des cas d'usage que je trouve super intéressants. Oui, mais il va falloir faire attention à ne pas trop nous inonder, parce que l'écran verrouillé, c'est aussi le moment où on se pose un peu. Il va y avoir une vraie bataille sur... Il n'y a pas beaucoup de place sur cet écran. Non. Donc, alors on va pouvoir... Alors là, il va y avoir comme un dock, on va pouvoir choisir différents écrans verrouillés en fonction du moment de la journée aussi. Ouais. Mais oui, ça peut être une guerre intéressante et effectivement, il y a un enjeu business intéressant derrière. Allez, on va passer à un autre sujet. Je voulais quand même vous montrer ces images d'un overbike, le premier overbike fonctionnel
au monde. Alors, c'est une sorte, vous allez voir, de scooter volant. Oui, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Ou une moto avec les hélices d'un drone. Ou un taxi volant, une plage, je ne sais pas comment trop le décrire. Alors, il est censé voler jusqu'à... combien 100 km/h, oui, parce que j'avais écrit un chiffre bien en deçà. Mais alors, je pense qu'il est plutôt à 10 km/h, là, pour l'instant, sur la démo. Et on peut voler 40 minutes maximum. Et ça va quand même nous coûter 770 000 $ si on veut l'acquérir, hein, ce beau jouet. Ça fait un peu plus de 700 000 €. Hein. Pour une pratique qui se limite pour l'instant au circuit. Parce qu'évidemment, on n'imagine pas 2 secondes qu'on puisse circuler avec cet appareil dans la rue. Enfin, c'est quand même sympa, non? Oui, alors voilà, c'est un super buzz pour un truc. Eux, ils ont commencé il y a 4 ans, 6 ans, 5 ans. Alors eux, donc c'est une entreprise japonaise, Ali Technologies. Tout à fait. On est dans la grande logique des véhicules volants, ce qu'on appelle les eVTOL, les véhicules électriques à décollage vertical. Enfin, oui. Alors, celui-là, il n'est pas électrique. Celui-là, il n'est pas électrique. Non, hein. il est hybride. Il est hybride. Il y a une motorisation électrique. Ouais. Donc, le truc qui est intéressant... Parce qu'on avait vu des jetpacks, on a vu des taxis volants, mais avant, on n'avait encore jamais vu la moto volante. Alors, c'est pour la toute petite histoire, il y a une boîte qui s'appelle Kitty Hawk, dans laquelle Larry Page a investi, qui a démarré par la moto volante avant de se lancer dans la voiture volante. Oui. Bon, c'est un avatar de la voiture volante. Enfin, regardez le nombre de motards versus le nombre d'automobilistes, on voit bien que le jeu n'est pas là. Ils ont sûrement des cas d'usage très spécifiques. Hein, c'est la question que j'allais poser. Alors là, est-ce qu'on voit des cas d'usage? Alors eux, c'est très aller sur des terrains impossibles à atteindre autrement pour venir porter assistance à quelqu'un. Enfin voilà, on parle de ça, mais on fait la même chose avec un véhicule volant. Enfin, avec 2-4 places. Oui, dans lequel on peut emporter du matériel de secours. Voire transporter un blessé. Parce que le blessé là-dessus, je voudrais mettre le blessé. Alors, c'est peut-être l'équivalent pour les pistes de ski ou... Bon. Baptiste Michel, inspiré par ce scooter volant? Moi, je me dis, c'est Star Wars. Oui, en plus, tout le décorum est Star Wars, ça c'est clair. Le gars, il a la combinaison qui va bien, le casque qui va bien. Ouais. Non, mais il y a un vrai sujet. Il y a aujourd'hui 200 entreprises sur la planète qui développe des véhicules volants. 200. Hein, je vous rappelle qu'il y avait, au tournant du siècle dernier, une petite cinquantaine d'entreprises qui développaient des voitures. Hein, on venait du cheval et on pensait que la voiture, ça allait trop vite, on allait mourir. Bon, je ne fais pas de dessin, ça a pris 30 ans. La bascule de l'un à l'autre. Est-ce que dans 30 ans, nous n'aurons plus que des voitures volantes? Je n'en sais absolument rien, ce n'est pas le sujet. Je dis juste que soyons humbles, parce qu'on a déjà fait ça une fois dans le passé, et il s'est passé des choses qu'on ne pensait pas qu'il se passerait. Ouais. Allez savoir. Donc 200 s'en occupent. Aujourd'hui, il y a des use cases établis. En gros, c'est la mobilité urbaine. Mais nous verrons aux Jeux Olympiques dans 2 ans l'initiative RATP, Aéroport de Paris, sur Urban Air. C'est-à-dire on ira de Charles de Gaulle au Stade de France en véhicule de bord. Enfin, quelques happy few. Voilà, donc, et les enjeux sont en train d'être dépassés. Aujourd'hui, vous avez 2 entreprises qui sont leaders sur le secteur, Ehang le chinois et Volocopter l'allemand. Et Ehang est déjà opérationnel. Vous allez de l'aéroport à l'hôtel à Guangzhou et vous faites un tour de ville. Oui, il y a bien des mototaxis, donc on peut imaginer que demain, ce soit des mototaxis volantes. Mais voilà, ça c'est l'étape d'après. Juste un dernier détail, la différence entre les Chinois et les Européens, c'est qu'en Chine, vous volez sans pilote, et l'expérience dont je parle aux Jeux Olympiques, il y aura toujours un pilote. Comme il y a 2 places, ça limite l'intérêt. Allez, on va donner la parole à Roy Amit, qui est connecté avec nous. C'est le directeur général du Grand Palais Immersif, une filiale de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, spécialisée donc dans la production et l'exploitation et la diffusion d'expositions numériques. Bonjour, Roy Amit. Bonjour, salut. Alors, je voulais que vous nous présentiez un peu cette exposition qui va s'ouvrir le 17 juin pour le week-end du 17 au 19 juin au Grand Palais éphémère, hein, qui est donc une installation en attendant que les travaux au Grand Palais se terminent. Le Palais augmenté, c'est la 2e édition. Qu'est-ce qu'on va voir? Racontez-nous et puis on peut peut-être montrer des images en même temps. Alors, Palais augmenté est un festival qui va se dérouler donc ce week-end des 17, 18, 19 juin et qui va célébrer les nouvelles innovations, perceptions dans l'art et de la culture. Tout d'abord, il y aura la présentation des œuvres inédites
créés expressément pour cette occasion, pour ce festival, et qui vont être présentés en réalité augmentée. Donc la nef du Grand Palais éphémère, comme il faudra imaginer, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, une nef de 10 000 mètres carrés, va être habitée par des œuvres visibles sur le smartphone des visiteurs, des œuvres monumentales créées à l'occasion. Alors quand vous dites réalité augmentée, ça veut dire qu'il faut venir avec son smartphone, on va utiliser le smartphone pour voir apparaître ces œuvres numériques? Tout à fait, il faudra venir avec son smartphone, on pourrait traiter à la rigueur pour ceux qui n'en l'ont pas, mais aujourd'hui la plupart du monde a des smartphones, télécharger l'application du festival et avoir accès à ces œuvres en réalité augmentée, qui sont à la fois très visuelles, mais aussi en du son. Donc ça, c'est vraiment les centres de la nef va être occupé par ces créations. Et pourquoi le choix de la réalité augmentée plutôt que de la réalité virtuelle? Alors, tout d'abord, il y aura aussi des réalités virtuelles, je vais y arriver dans un instant, mais la réalité augmentée aujourd'hui deviennent un véritable mode ou format d'expression. On les connaît tous, des Instagram, des TikTok et d'autres types d'applications, mais aussi c'est un vrai format des créations artistiques qui est aujourd'hui devient un terrain d'expérimentation, de création, d'imagination pour toute une génération d'artistes. Et on a voulu, avec ce festival, mettre ça de le présenter au public, mettre ça en évidence. C'est pas le fait de les célébrer dans ces cadres-là crée un véritable moment où on peut tous ensemble découvrir l'avant-garde de la création. L'avantage de la réalité augmentée, c'est vrai, c'est qu'en plus on est ensemble, hein, on peut vraiment le partager, on ne sort pas totalement du réel. Alors c'est une exposition donc, au Grand Palais éphémère du 17 au 19 juin. Pourquoi aussi court? Alors, parce que du coup, ce n'est pas vraiment une exposition, c'est un festival. Et donc, comme tout festival, il est ramassé pour fédérer les énergies. Donc, à la fois avec ce type des œuvres inédites, mais aussi avec des laboratoires. En fait, va être des zones qui vont être dédiées à la présentation des expériences et des innovations dans le monde de la culture. Et donc, dans ces sens-là, dans ces cadres-là, on va trouver des expériences en réalité virtuelle. Par exemple, la visite de l'atelier Bourdelle de Paris Musée ou du studio des Batignarins, la photographe qui est proposée par l'Institut de la photographie. On aura une expérience en réalité virtuelle de la visite de chantier de la restauration de Notre-Dame, proposé par Orange. Je suis désolée, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti, mais tout le programme, on le trouve en plus sur votre site. Donc c'est le week-end prochain, à ne pas manquer, enfin prochain, non, d'après, du 17 au 19 juin au Grand Palais éphémère. Ça s'appelle Palais Augmenté 2. Merci Roy Amick, directeur général du Grand Palais Immersif. Merci Alain et Baptiste d'être venus commenter l'actu avec moi cette semaine. Alain Staron d'Artifil et Baptiste Michel de BAM. À suivre dans Smart Tech, on va continuer à parler de réalité augmentée aujourd'hui.